Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, super bien. Très heureuse d'être encore là aujourd'hui en ce début d'après-midi pour échanger avec vous sur la thématique portant sur les entreprises traditionnelles versus les startups. Quelles sont les différences et les convergences? Avant de commencer, nous allons faire un tour sur nos plateformes sociales afin de s'assurer que nous sommes bien en live. On commence par LinkedIn. Let's check. Alors, est-ce que nous sommes bien en live sur LinkedIn? Let's check. Normalement, oui, c'est top. Alors, on va faire un tour aussi sur YouTube, notre chaîne YouTube, Rose TV Network, pour s'assurer que nous sommes très bien en live. Alors, euh, nous sommes très bien en live également sur YouTube. Ensuite, sur Facebook, je vais vérifier sur Facebook. Tac, tac, tac. Sur Facebook, tac, 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 tac. Est-ce que nous sommes en live sur Facebook? Un instant, oui, nous sommes très bien live sur Facebook également. Tout est OK. Alors, si vous venez de se joindre à nous, bienvenue. N'hésitez pas à participer à ce webinaire en laissant vos commentaires, vos suggestions, vos propositions. Et même si vous avez des questions, à nous laisser directement dans la session des commentaires. Donc, on est là aujourd'hui pour échanger sur la thématique entreprise traditionnelle versus start-up. Quelles sont les différences et convergences? Nous allons tout de suite commencer. Alors, je vais repartir sur la première slide. N'hésitez pas à faire des partages également avec votre réseau ou à inviter vos proches et amis à participer à ce webinaire. Dans cette présentation, qui est une présentation comparative, nous allons parler des caractéristiques distinctives, les points de convergence entre les entreprises traditionnelles et les startups dans l'écosystème économique en 2025. En outre, nous allons explorer comment ces deux modèles, que ce soit les entreprises traditionnelles et puis les startups, essaient d'innover pour contribuer à une évolution de notre économie. Nous allons dans un premier temps donner quelques définitions, que ce soit au niveau des entreprises traditionnelles, mais aussi au niveau des startups. Pour donner une définition très courte, l'entreprise traditionnelle se caractérise par un business model établi et éprouvé, généralement orienté vers la stabilité et la pérennité. Et vous savez, il y a de cela 20 ans, les entreprises traditionnelles vont se caractériser par leur expertise. Elles ne vont pas mettre vraiment l'accent sur la digitalisation comme on l'a aujourd'hui. Et c'est
l'opposé des startups. Les startups ont besoin d'être présentes sur les plateformes digitales, que ce soit via les sites Internet, les sites web, mais aussi sur les réseaux sociaux. Ce sont des entreprises qui sont dans l'innovation, qui ont besoin en fait d'utiliser les nouvelles technologies. Alors voilà maintenant sur les entreprises traditionnelles. Quelles sont les structures que ces entreprises-là, je vais dire les entreprises traditionnelles, privilégient? On va avoir une croissance progressive et une planification des stratégies à long terme. Donc, les entreprises traditionnelles vont mettre beaucoup plus l'accent sur le long terme, plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas le cas au niveau des startups. Nous allons y revenir dans les slides prochaines. Les entreprises traditionnelles vont aussi mettre l'accent sur les processus décisionnels formalisés et hiérarchiques. Elles vont aussi faire le focus sur une présence sur les marchés matures avec une clientèle bien identifiée. Les entreprises traditionnelles savent exactement qui sont leurs clientèles cibles, sur quel marché elles doivent se positionner afin de pouvoir faire leur chiffre d'affaires, ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour les startups. Et pour finir, les entreprises traditionnelles ont une gestion de prudence avec des ressources et des investissements. Les entreprises traditionnelles vont savoir exactement quelles sont les ressources dont elles ont besoin, quels sont les investissements dont elles ont besoin et même au niveau des finances. Comparé aux startups, une startup représente une entreprise jeune et innovante, généralement en phase de développement et de recherche de son modèle économique. Les startups, tout de suite, quand elles commencent, la plupart ne savent pas exactement quel business model elles doivent utiliser ou quel modèle économique est adapté à leur activité. Ce sont des entreprises généralement qui vont commencer tout de suite et au fur et à mesure qu'elles évoluent, elles vont essayer de se positionner et de choisir le modèle économique qui est adapté à leur service ou bien qu'elles proposent à leur clientèle cible. Et donc, les caractéristiques des startups vont se tourner autour de la recherche des modèles d'affaires scalables et répétables. Elles vont aussi aller sur une structure organisationnelle flexible et horizontale. Très flexible, c'est-à-dire pas rigide. Elles vont chercher à faire des modifications, à faire des mises à jour, mais aussi à s'adapter à leur marché. Un positionnement sur les marchés émergents et disruptifs, mais aussi une forte composante technologique et d'innovation. Les startups sont dans l'innovation, sont à la recherche de nouveaux marchés, de nouveaux investissements, mais aussi de nouveaux modèles pour pouvoir adapter leurs biens et services ou même leurs produits au marché concerné. Les objectifs stratégiques, là, on va parler des entreprises traditionnelles, mais aussi des startups. Quels vont être leurs objectifs stratégiques? Au niveau des entreprises traditionnelles, il y a un maintien de la stabilité financière et opérationnelle, comme je le disais en amont. Il va y avoir aussi une génération de profits réguliers et prévisibles. Ce sont des entreprises qui vont mettre l'accent sur la prévision et savent exactement où ils vont, quels sont leurs chiffres d'affaires prévisionnels, quelles sont les ressources dont elles ont besoin. Les entreprises traditionnelles vont aussi mettre l'accent sur la fidélisation de la clientèle existante, la protection des parts de marché acquis, mais aussi un développement à un rythme maîtrisé. Comparé aux startups où on va avoir plutôt une croissance exponentielle et rapide, les startups vont vouloir aller très rapidement avec une croissance qui va de façon très exponentielle.
et la distribution des marchés déjà existants. Ils ne vont pas vouloir s'adapter aux marchés existants, ils vont vouloir innover, déranger un peu ces marchés-là pour que eux-mêmes ou elles-mêmes plutôt essaient d'imposer leur business model ou leur façon de faire sur les marchés existants. La maximisation de la valorisation pour les investisseurs, une acquisition massive d'utilisateurs avant la rentabilité. Et pour finir, les startups vont aussi mettre l'accent sur le développement de nouveaux marchés. Comme je le disais, ils ne vont pas essayer de s'adapter au marché existant, ils vont vouloir innover et mettre en place de nouveaux marchés. Ces objectifs sont fondamentalement très différents au niveau des entreprises traditionnelles, mais aussi au niveau des startups, déterminent les stratégies, bien évidemment, adoptées et les mesures de succès utilisées par chaque type d'organisation. Je vais vous donner des exemples bien concrets sur les slides suivantes. Maintenant, on va parler au niveau des modes de gestion et de leadership. On va toujours prendre les entreprises traditionnelles comparées aux startups. Au niveau des entreprises traditionnelles, nous avons une structure hiérarchique, pyramidale aussi, c'est-à-dire il y a un chef d'entreprise, le CEO, le fondateur qui est là-haut. Après, on a les ressources humaines, les top managers, les directeurs ou directrices de pôle, ainsi de suite. Donc, une hiérarchie pyramidale avec des niveaux très différents de management, des processus aussi décisionnels basés sur le consensus et l'application de procédures établies. Et ils vont aussi mettre l'accent sur un leadership distribué entre les différents cadres. Donc, comme je l'ai dit, au niveau des entreprises traditionnelles, vous avez les chefs, c'est-à-dire les directeurs et directrices de ces entreprises-là, les top managers, les cadres, les responsables RH pour chaque pôle. Et puis, ces différents rôles-là seront bien adaptés, bien dispatchés à chaque niveau, comparé aux startups où on va avoir plutôt une organisation horizontale centrée autour d'un fondateur visionnaire. Je prends l'exemple de Elon Musk. Donc, vous avez un CEO et un fondateur visionnaire qui va bien évidemment essayer de partager sa vision avec ses collaborateurs. Il y aura aussi une prise de décision rapide et souvent centralisée. Oui, la prise de décision, elle est vraiment centralisée, pas décentralisée comme on peut l'avoir au niveau des entreprises traditionnelles. La culture d'entreprise, oui, les startups mettent l'accent aussi sur la culture d'entreprise et puis essaient aussi de mettre en avant la vision du fondateur ou du CEO. Je vous ai donné l'exemple de Elon Musk avec Tesla. Et aussi, je peux vous donner l'exemple de Jeff Bezos avec Amazon. Vous savez, au début, Amazon, c'était pas la plateforme e-commerce comme on le connaît aujourd'hui. Non, c'était vraiment la vente de livres comme des librairies qu'on a aujourd'hui qui essayaient de vendre des livres aux particuliers, mais aussi aux TPE, PME. Mais avec le temps, cette vision, elle a grandi et c'est devenu maintenant une plateforme de e-commerce où on peut acheter tout. Et bien évidemment, bah, c'est pas vraiment très centralisé. Vous allez voir sur Amazon, c'est plusieurs vendeurs qui viennent mettre bien évidemment leurs produits sur la plateforme et Amazon essaie bien évidemment de faire la livraison partout dans les 4 coins du monde. Donc, dans ce cadre-là, vous voyez que la vision, elle est là, qui est portée par Jeff Bezos pour Amazon et elle essaie justement de partager ou d'amener d'autres acteurs à adhérer à cette vision, ce qui n'est pas le cas avec les entreprises traditionnelles. Si vous voulez participer, n'hésitez pas, vous avez la session les commentaires où vous pouvez laisser directement vos suggestions, vos réflexions autour de cette thématique sur les entreprises traditionnelles versus les startups, quelles sont leurs différences et puis convergences.
Et si vous avez des questions également, n'hésitez pas. Ce sera avec un grand plaisir que je répondrai à vos différentes problématiques. Alors, maintenant, parlons au niveau de la gestion du risque. Quelles sont les procédures ou les process mis en place par les entreprises traditionnelles et les startups pour la gestion des risques? Au niveau des entreprises traditionnelles, l'approche du risque dans les entreprises se caractérise par une prudence et l'analyse approfondie avant toute décision importante ou toute prise de décision. Donc, nous allons avoir des analyses de risque bien détaillées avec chaque projet, la préférence pour les investissements à rendement prévisible, des mécanismes de contrôle et de validation multiples, mais aussi euh, faire un focus sur un horizon temporelle étendue par l'évaluation des résultats. Comparé aux startups où on aura plutôt une gestion de risque flexible, où les startups adoptent une philosophie de prise de risque plus agressive en mettant l'accent sur une expérimentation continue, de l'apprentissage par l'échec. Les entreprises ou les startups vont plutôt dire que, OK, on a le droit de faire des erreurs, on a le droit de prendre des risques et c'est en prenant ces risques-là ou en faisant ces erreurs qu'on essaie d'apprendre et pour les prochaines fois, on essaiera justement d'apporter des correctifs ou des mises à jour pour que notre modèle puisse marcher. On a une approche folle, fast, learn faster, échouer vite, apprendre plus vite, avec des investissements très importants sans garantie de retour immédiat, mais aussi une valorisation de l'audace et de la rupture avec l'existant. Les startups, vous allez voir, ce sont les entreprises qui vont vraiment prendre des risques. Et si vous êtes un investisseur, avant d'investir dans les startups, mettez-vous en tête que vous prenez des risques. Rien n'est garanti que votre investissement va être rentable, que vous allez avoir un return on investment tout de suite. Donc, vous devez prendre en compte tous ces éléments-là avant de pouvoir investir dans une startup. La planification et l'exécution. Toujours une comparaison entre les entreprises traditionnelles et puis les startups. Quelle est leur stratégie de planification et d'exécution pour les entreprises traditionnelles? Alors, pour les entreprises traditionnelles, la planification stratégique est sur 3 à 5 ans avec des objectifs clairs et précis, un budget bien détaillé, bien établi. Ils vont aussi mettre l'accent sur une approche séquentielle méthodologique des projets, méthodes en cascade, ou les waterfall ou les cycles en V, cycle de développement long, rigide, avec peu de modifications en cours de route. Allez voir dans la plupart des entreprises traditionnelles, hein, même pour le management de projet, ils vont souvent utiliser des méthodes rigides comme le cycle en V ou parfois un peu de l'hybride. Comparé aux startups où le management de projet est beaucoup plus sur l'agilité. Au niveau des startups, c'est une vision à long terme, mais avec une planification tactique à court terme, c'est-à-dire 3 à 6 mois. Des méthodologies agiles, ce que je disais tout à l'heure, des sprints très courts, avec une priorisation pour la livraison rapide de produits minimum viables, le MVP. Puis des itérations basées sur des retours utilisateurs, c'est-à-dire le reste, le return après l'expérience. Voilà. Quand les startups mettent en place des produits, ça peut être des applications mobiles ou des applications web, elles vont déployer tout de suite ces produits-là et demander aux utilisateurs finaux de les tester et de leur faire des retours tout de suite. Donc, c'est en fonction de ces retours-là qu'ils vont justement essayer de modifier leurs algorithmes, les codes derrière pour pouvoir répondre justement euh, aux anomalies ou aux bugs détectés par les utilisateurs finaux.
Donc, la différence au niveau de la planification et de l'exécution réside entre l'équilibre sur la planification et l'exécution. Les entreprises traditionnelles vont beaucoup plus se focaliser sur le long terme avantagé, tandis que les startups préfèrent tester rapidement, ajuster et puis adapter leurs produits par rapport aux expériences ou au retour de leurs utilisateurs finaux. Innovation et adaptation. Comment les entreprises traditionnelles s'y prennent comparé aux startups? Au niveau de l'innovation et de l'adaptation, on a une innovation incrémentale visant l'amélioration continue des produits existants. Au niveau des entreprises traditionnelles, ils vont aussi mettre l'accent sur un processus d'innovation formalisé avec des budgets dédiés, les budgets clairs et précis, et aussi une expérimentation limitée et concentrée sur des technologies éprouvé. Comparé aux startups où on va avoir de l'innovation, les startups vont aussi chercher à révolutionner les usages avec une capacité de pilot rapide pour adapter le modèle d'affaires, une culture d'entreprise aussi d'expérimentation permanente et ils vont aussi donner une tolérance à l'échec. Comme je le disais, les startups se disent nous avons droit à l'erreur, nous avons droit de prendre les risques, nous avons droit d'échouer, d'apprendre, mais très rapidement pour pouvoir s'adapter à notre marché. Donc, le rythme d'adaptation au niveau des startups est beaucoup plus agile comparé aux entreprises traditionnelles où on va avoir plutôt des modèles rigides. N'hésitez pas à participer à travers la session des commentaires. Vous pouvez laisser vos solutions, perspectives, mais aussi vos réflexions autour de cette thématique sur les entreprises traditionnelles versus les startups. Vous avez droit aussi de poser des questions. On va avancer sur le financement et les ressources. Au niveau des entreprises traditionnelles et aussi au niveau des startups. Les startups vont privilégier des levées de fonds auprès des investissements spécialisés, des business angels, avec une rémunération souvent basée sur l'equity part, c'est-à-dire en fonction de chaque part au niveau de l'entreprise. Vous serez rémunéré en fonction des parts de vos investissements plutôt que sur des salaires très élevés qu'on retrouve au niveau des entreprises traditionnelles qui s'appuient davantage sur les ressources internes et des financements bancaires classiques. Vous allez voir que les entreprises traditionnelles qui existent déjà vont aller plutôt au niveau des banques pour solliciter des prêts, des financements, comparé aux startups qui vont beaucoup plus mettre l'accent sur l'autofinancement, les business angels, le capital risque, les crowdfunding, ainsi de suite. Les crowdfunding, c'est-à-dire, voilà, ce sont des entreprises qui vont aller au niveau de leurs proches, les personnes qu'ils connaissent, leur entourage pour solliciter du financement afin de pouvoir mettre en place leur boîte comparé aux entreprises traditionnelles qui vont tout de suite aller au niveau des banques pour solliciter des prêts. Donc, ça, c'était au niveau du financement et des ressources disponibles, que ce soit pour les entreprises traditionnelles, mais aussi pour les startups. Parlons maintenant de la relation sur le marché et puis les incertitudes qu'on peut avoir. Au niveau des entreprises traditionnelles, on a une façon d'opérer sur les marchés déjà connus et bien définis. C'est ça la particularité au niveau des entreprises traditionnelles. Ils connaissent déjà leur marché, ils savent exactement où ils vont. Elles vont aussi mettre en place une étude de marché approfondie avant tout lancement.
avec la segmentation bien précise de la clientèle, avec des offres adaptées à chaque segment. Comparé aux startups où on va plutôt aller sur l'évolution des marchés très, très incertains, des marchés émergents avec une validation progressive comparée aux entreprises traditionnelles. Et les startups ont aussi un besoin de faire des tests très rapidement, mais aussi à avoir une approche solution fit, puis de product market fit avant une mise à l'échelle, je veux dire sur plusieurs marchés. Elles vont plutôt faire le focus sur des marchés nationaux, par exemple, très petit avant de pouvoir vouloir s'élargir sur l'international ou sur d'autres marchés. Donc, ces startups-là veulent faire leur preuve en quelque sorte sur les marchés où elles décident de s'implanter avant de pouvoir se projeter sur d'autres marchés. Ce qui n'est pas le cas au niveau des entreprises traditionnelles où tout de suite, quand ils se lancent, ils savent que voilà, on doit être en France, en Belgique, au Royaume-Uni, en Asie, au Moyen-Orient, etc., etc. Processus de recrutement et culture d'entreprise. Quels sont les process que les entreprises traditionnelles utilisent au niveau du recrutement comparé aux startups? Au niveau des entreprises traditionnelles, il y a un recrutement basé sur l'expérience et les diplômes. Et les entreprises traditionnelles, hein, c'est classique en fait. Elles vont mettre l'accent sur l'expérience, l'expérience professionnelle, mais aussi sur vos diplômes. Elles vont aussi aller au niveau des processus formalisés avec multiples entretiens. Une rémunération standard selon des grilles salariales et puis une culture d'entreprise stable et puis formelle. Quels seront les processus pour les startups? Les startups vont beaucoup plus valoriser le potentiel et l'adaptabilité. Quand vous voulez se faire embaucher dans une startup, la startup ne va pas regarder tout de suite quels sont vos diplômes, quelle est votre expérience professionnelle. Non, la startup va beaucoup plus vous demander qu'est-ce que vous savez faire, quel est votre potentiel, qu'est-ce que vous pouvez apporter pour le développement de la startup. Donc, c'est là la différence. Elles ont aussi des processus de recrutement rapide et informel. Vous n'allez pas voir les startups puisque elles-mêmes, ce sont des nouvelles entreprises, hein, donc elles ne vont pas tout de suite formaliser les choses, vous proposer, je ne sais pas, un CDI tout de suite, non. Vont vouloir vous proposer plutôt des contrats de collaboration. On veut dire que vous êtes aussi impliqué dans le développement de l'entreprise. Donc, c'est grâce à vous, grâce à votre potentiel, votre valeur ajoutée que l'entreprise va vouloir se développer. Donc, c'est une sorte de collaboration comparée au modèle classique dans les entreprises traditionnelles. Les startups vont aussi vous proposer des packages incluant salaire et équité et puis voilà votre part aussi, votre contribution dans l'entreprise. Une culture forte basée sur les valeurs partagées. Au niveau de la culture, les startups vont beaucoup plus partager les valeurs hein, de leurs fondateurs ou fondatrices. Est-ce que c'est l'excellence? Est-ce que c'est le savoir-faire, le savoir-être? Toutes ces valeurs-là vous seront partagées hein, quand vous allez vouloir intégrer l'entreprise pour que vous sachiez exactement voilà, quelles sont les valeurs que vous devez avoir ou les valeurs que vous serez amené à prôner si vous venez à être recruté au sein de ces startups. Point de convergence, là, on a fait un peu la comparaison entre les entreprises traditionnelles d'une part et puis les startups
d'autre part. Maintenant, nous allons faire le zoom sur leurs points de convergence au niveau des méthodologies hybrides. Vous savez, de nombreuses organisations adoptent aujourd'hui une combinaison d'approches, le Lean Startup et de planification classique, créant ainsi des modèles hybrides qui tirent des forces, qui tirent parti des forces de chaque approche. Quand j'étais chez Renault, et dans notre DSI, le DSI commercialisation, et ils avaient opté aussi pour des modèles hybrides, hein, c'est-à-dire des modèles un peu à l'ancienne, classiques, et puis des modèles beaucoup plus agiles adoptés par des startups, hein. Donc, ce qui fait que c'est vraiment des modèles hybrides. Ce ne sont pas des modèles ni rigides, ni des projets, des modèles agiles. Innovation progressive, des grandes entreprises traditionnelles ont développé des capacités d'innovation incrémentales efficaces, démontrant que l'innovation n'est pas l'apanage exclusif des startups. Les grandes entreprises ont autrefois classiques et ça aussi de s'adapter, d'avoir des capacités d'innovation incrémentales et puis efficaces pour justement dire que elles ne sont pas restées dans leur modèle traditionnel ou dans leur modèle classique. Elles essaient surtout de s'adapter au marché. Une vision stratégique partagée, l'importance d'une vision claire et d'une capacité d'adaptation au marché est connue comme essentiel dans les deux types d'organisations, que ce soit au niveau des startups ou des entreprises traditionnelles. Il y a une vision de stratégie partagée. Et j'estime que les entreprises traditionnelles essaient en fait de s'adapter compte tenu des nouveaux modèles que viennent proposer les startups. Donc, elles se disent, OK, si nous n'essayons pas de s'adapter à ces nouveaux modèles-là, bon, nous allons finir par disparaître. Et justement, la semaine dernière, je vous ai donné quelques exemples d'entreprises qui n'ont pas pu, en fait, rentrer dans la transformation digitale et qui ont fini voilà, par mettre la clé sur la porte. Je voudrais donner l'exemple de Nokia, de BlackBerry, voilà, qui n'ont pas su en fait rentrer dans la République, entre guillemets, pour pouvoir répondre aux besoins de leur clientèle cible. Et c'est ce que les entreprises traditionnelles aussi essaient de faire, de s'adapter, de se réinventer pour répondre aux attentes sur le marché. Exemple concret de convergence, là j'ai pris Netflix, Airbnb, je vous ai même donné l'exemple de Airbnb quand on parlait un peu d'entreprises qui ont su justement utiliser des nouveaux modèles pour augmenter leur chiffre d'affaires. Vous avez Netflix et initialement, c'était structuré comme une entreprise traditionnelle de location de DVD, mais Netflix a su évoluer vers un modèle plus agile et puis innovant, où il va mettre l'accent sur la transformation progressive vers le streaming pour les, les, les amoureux ou les fans de Netflix. Vous savez que maintenant, c'est vraiment le streaming qui est à la mode. Quand vous regardez des séries ou même des films sur Netflix, vous voulez que ce soit voilà, tout de suite, quand vous finissez à l'épisode 1 et vous voulez que ça aille à l'épisode 2, que ça s'enchaîne en fait. Et Netflix a bien évidemment mis en place ce modèle vers le streaming. Adoption de méthodologies agiles. La culture d'innovation et de prise de risque avec un développement d'algorithmes de recommandation. Pour ceux qui ont Netflix, vous allez voir parfois Netflix met en place des quiz ou des questions pour vous demander comment vous voulez que les séries ou les films soient disponibles. Un peu voilà pour voir votre retour sur expérience, ce que vous pensez. Et c'est en fonction en fait de ces retours-là que Netflix essaie
de mettre en place de nouvelles stratégies pour répondre à vos besoins. Donc, c'est vraiment une méthodologie très agile qui leur permet de répondre aux attentes et aux besoins de leur clientèle cible. Au niveau de Airbnb, démarrer comme une startup typique avec une approche lean, Airbnb a progressivement adopté certaines pratiques d'entreprise traditionnelles avec une structuration organisationnelle plus formelle. Donc là, j'ai pris ces deux exemples pour vous montrer un peu les particularités au niveau des entreprises traditionnelles qui se sont adaptées au modèle des startups et maintenant les startups aussi qui au fil des années se sont adaptées au modèle des entreprises traditionnelles. Donc d'une part, on a Netflix qui a commencé en tant que startup, qui a commencé plutôt en tant qu'entreprise traditionnelle, mais avec le temps a adopté quelques caractéristiques des startups. Airbnb qui a commencé en tant que startup, mais avec le temps qui s'est tourné vers quelques stratégies ou process des entreprises traditionnelles. Donc, Airbnb a commencé en tant que start-up, mais a progressivement adopté certaines pratiques des entreprises traditionnelles, telles que la structuration organisationnelle plus formelle, un développement de processus standardisés, avec aussi un élargissement méthodique de son marché et pour finir, un renforcement des équipes juridiques et puis de conformité. Là, c'est pour vous montrer un peu que euh, peu importe l'entreprise, elle peut s'adapter hein, pour répondre efficacement aux besoins sur le marché. Que vous commencez en tant qu'entreprise traditionnelle, quand je parle en tant qu'entreprise traditionnelle, c'est-à-dire vous utilisez les process ou les caractéristiques des entreprises traditionnelles. Et avec le temps, quand vous voyez que non, votre modèle ne répond plus aux besoins du marché, vous pouvez vous retourner vers des caractéristiques ou les pratiques des startups. Et vice-versa, quand vous commencez en tant que start-up, vous pouvez avec le temps adopter des pratiques des entreprises traditionnelles avec une structuration organisationnelle, un développement de processus standardisés et l'ajustement méthodique sur le marché avec un renforcement aussi sur les équipes juridiques. Avantages et limites de chaque approche, que ce soit au niveau des entreprises traditionnelles, mais aussi au niveau des startups. Au niveau des entreprises traditionnelles, on a des avantages sur la crédibilité et la stabilité financière. Oui. J'ai des collègues qui disent que non, moi, je veux pas rentrer dans une start-up parce que c'est pas stable. Tu sais pas si l'entreprise va tomber en faillite et tout. Donc, je préfère aller dans une entreprise traditionnelle où je sais que voilà, elle va jamais tomber en faillite, surtout sur le plan financier. Des processus éprouvés, risques maîtriser, avoir une visibilité aussi à long terme pour les investisseurs. Ouais. Il y a des investisseurs aussi hein, quand ils veulent investir dans les entreprises. Je préfère tout de suite aller dans les entreprises traditionnelles plutôt que d'aller dans les startups. Donc, vous allez voir des entreprises qui préfèrent aller investir, par exemple, chez EDF que d'aller chez Airbnb pour investir et vice-versa. Vous allez voir des investisseurs aussi qui préfèrent aller dans les startups plutôt que d'aller dans les entreprises traditionnelles. Les avantages, toujours au niveau des entreprises traditionnelles, on a un capital client et des réseaux bien établis. Au niveau des limites, on a une inertie organisationnelle, comme je disais, une hiérarchie. Vous savez, le directeur de la boîte, après on a les top managers, la DRH et chaque cadre au fait avec son périmètre bien défini. Difficulté à pivoter rapidement. Si vous avez déjà travaillé dans les entreprises traditionnelles, moi j'étais chez Renault, j'étais chez la SNCF, la Caisse de dépôt, vous allez voir, ce sont des
Ils utilisent vraiment des modèles vraiment très lents. C'est pas pour tout de suite, au fait. Les projets, c'est très lent, c'est sur 2 ans, 5 ans, c'est pas tout de suite, au fait, comme dans les startups où tout de suite on va aller tester très rapidement sur 6 mois, sur 1 an, tout de suite, non? Au niveau des entreprises traditionnelles, il y a cette lenteur, donc il faut se munir de patience. On a aussi une innovation souvent incrémentale comparée aux startups où on va avoir beaucoup plus des challenges d'expansion à grande échelle. Alors maintenant, des avantages au niveau des startups. Au niveau des startups, on a une créativité et une innovation disruptive. On a aussi cette facilité, c'est-à-dire l'agilité rapide d'exécution et une culture d'entreprise dynamique et engageante. Dans les startups, on préfère beaucoup plus parler de collaborateurs plutôt que voilà, de salariés, voilà, comme on attend souvent dans les entreprises traditionnelles. On a aussi cette capacité à redéfinir les marchés. Je disais il y a quelques minutes que les startups, elles veulent pas s'adapter au marché. Elles viennent avec leur propre manière de faire, leur capacité d'innover, de bousculer un peu les marchés déjà existants. Au niveau des risques ou des limites, on a aussi des risques d'échec très élevés, jusqu'à 90%. Je vous disais tout à l'heure, les startups, c'est pas stable, c'est pas sécurisé. Donc, il y a cette probabilité que, à tout moment, la startup peut tomber en faillite. La preuve, Airbnb a failli fermer juste après sa création en 2009, ce qui prouve que quand on entreprend et quand on opte pour une start-up, rien n'est garanti. Il faut se challenger tous les jours, essayer de trouver de nouvelles stratégies, de nouveaux moyens pour pouvoir répondre aux besoins de sa clientèle cible. On a aussi des difficultés de financement. Je vous disais, c'est pas tous les investisseurs qui prennent le risque d'investir dans les startups. Il y a des investisseurs qui vont vouloir tout de suite aller dans les entreprises traditionnelles déjà bien établies, bien sécurisées, bien stables. Donc, pour avoir des financements en tant que start-upper ou start-upeuse, parfois c'est compliqué. Il faut adopter euh, d'autres moyens de financement comme les crowdfunding, les business angels, ainsi de suite. On a aussi des d'expansion à grande échelle qui vont aussi être très risquées au niveau des startups. C'est pas parce que voilà Airbnb a marché tout de suite aux États-Unis que ça va marcher tout de suite en France ou voire en Afrique. Et je pense que voilà Airbnb a du mal hein, parfois à aller dans certaines euh, certaines zones très reculées en Afrique où on a justement les problèmes d'électricité, les problèmes d'Internet. Voilà. Parce qu'on est bien d'accord que pour utiliser Airbnb, il faut avoir une bonne connexion, il faut avoir de l'électricité. Donc, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, ça serait compliqué d'avoir une expansion dans ces zones-là. Vers les nouveaux modèles hybrides, on va parler de incubateurs internes, le scale-up structuré et puis la collaboration stratégique. On parle d'incubateurs internes, ça va être au niveau des grandes entreprises qui créent désormais des incubateurs internes ou des innovation labs, fonctionnant comme des startups au sein même des grandes entreprises. Donc, elles vont mettre un peu les pôles ou des structures de laboratoire où elles vont essayer voilà, de se challenger, de tester d'autres modèles de pouvoir répondre aux besoins de leur clientèle cible avec une autonomie des méthodes agiles, tout en bénéficiant des ressources du groupe. Donc, vous allez voir maintenant dans les grands groupes, elles essaient de mettre des startups avec des labs pour essayer de tester plusieurs
plusieurs modèles et ensuite se focaliser sur les modèles qui marchent. Au niveau des scale-ups structurés, on a des startups en phase de croissance qui adoptent progressivement des pratiques de gestion plus structurées pour gérer leur expansion tout en préservant leur agilité et leur culture d'innovation. Tout à l'heure, je vous ai donné l'exemple de Airbnb qui a commencé en tant que startup, mais avec le temps, qui a adopté des pratiques euh, des entreprises traditionnelles. Des collaborations stratégiques. Là, on va avoir des partenariats entre grandes entreprises et startups et puis des acquisitions, joint ventures, des programmes d'accélération, créant des écosystèmes d'innovation plus riches et plus dynamiques. Donc, il peut y avoir des collaborations stratégiques entre les entreprises traditionnelles et les startups permettant justement à ces deux structures-là ou ces deux modèles différents de pouvoir trouver des points de convergence pour pouvoir euh, avoir une croissance à long terme. Pour finir, et si vous avez des questions, je rappelle que vous pouvez les poser directement dans la session de commentaires. Et si vous avez d'autres réflexions, d'autres analyses autour de cette thématique, les entreprises traditionnelles versus les startups, quelles sont les convergences et puis les divergences ou les différences, n'hésitez pas à les mettre directement dans la session des commentaires. Alors, au niveau de la conclusion, bon, nous savons qu'on rencontre les différences fondamentales entre entreprises traditionnelles et start-up. Mais il faut aussi comprendre que les entreprises traditionnelles parfois essaient de s'adapter aux nouveaux modèles des startups et vice-versa. Les startups aussi qui commencent en tant que, voilà, avec des modèles vraiment très agiles avec le temps, essaient d'avoir des pratiques bien structurées comme le font les entreprises traditionnelles. Donc, on a une adaptabilité et l'apprentissage mutuel qui accélère la transformation de l'économie. On a des écosystèmes mixtes qui favorisent l'émergence de nouvelles approches. Une cooptation, hein, c'est-à-dire coopération plus compétences et qui crée de la valeur globale et de la valeur ajoutée. Et puis, et l'hybridation des modèles qui devient un avantage comparatif. Qu'est-ce qui peut se passer dans l'avenir avec ces modèles? Alors, dans l'avenir, on peut avoir des organisations capables d'intégrer le meilleur des deux modèles, hein, c'est-à-dire les modèles avec des pratiques de start-up, mais aussi des modèles beaucoup plus agiles avec des ressources d'entreprises traditionnelles et puis une capacité d'innovation que proposent les start-up. Voilà, voilà pour cet échange, ce webinaire autour des entreprises traditionnelles versus les, les startups, différences et convergences. Nous avons encore une dizaine de minutes, donc si vous voulez participer, n'hésitez surtout pas à utiliser la session des commentaires pour participer à ce webinaire.
Merci beaucoup d'avoir participé à cet échange. Pour ceux qui vont regarder le replay, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser et je prendrai le temps de revenir là-dessus et de répondre à vos questions. Le 6, oui, je pense que c'est le 6, il n'y aura pas de webinaire parce que je serai en vacances. Nous allons partir en vacances, Michael et moi, pour une semaine. Donc, c'est parti pour le 13 normalement, si je ne me trompe pas. Je vais juste checker. Alors, donc, voilà, ça sera le 13 qu'on va, que je ferai un autre webinaire. Donc, si vous ne me voyez pas le mercredi prochain, bon, sachez que je serai en vacances quelque part. Je vous souhaite une très bonne journée, bonnes vacances à vous. Profitez-en bien pour ceux qui sont ou seront en vacances très prochainement, comme moi. Profitez-en bien. Et on se retrouve le 13 août pour un autre webinaire autour d'une thématique que vous allez découvrir très prochainement sur mes plateformes digitales, plus précisément sur LinkedIn, sur notre chaîne YouTube, Rose TV Network. Je saisis aussi de l'occasion pour vous informer que mon deuxième ouvrage potentiel est désormais disponible en version e-book Kindle sur Amazon. Donc, vous pouvez passer votre précommande en attendant la sortie officielle prévue le 15 décembre 2025. Et quel est l'avantage de faire la précommande? Quand vous faites la précommande, cela vous permet tout de suite, quand le livre sera disponible, de recevoir une notification via le mail vous informar que le livre est enfin disponible comparé aux autres personnes qui n'auront pas pu en réaliser la précommande. Voilà, l'avantage de faire la précommande. Je vous souhaite une très bonne journée et pour ceux qui vont regarder le replay, n'hésitez pas si vous avez des questions à nous les laisser. Très bonne journée et merci de votre présence sur Rose TV Network. Au revoir.